Et c'est une technologie qui est une technologie d'informaticien, donc avancée, hein, qui consiste à prendre plusieurs enregistrements, hein, finalement, qu'on appelle des blocs, et ces enregistrements, ils sont liés en utilisant de la cryptographie, hein, entre eux, et chacun de ces enregistrements, chacun de ces blocs, eh bien, contient lui-même de la cryptographie, et qui consiste à tenir compte d'une mémoire de l'ensemble de données qui lui sont attribuées. Et ces données, eh bien, en principe, elles sont inviolables, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a des liens entre ces blocs qui décrivent un peu l'historique de la transmission de ces données, qui peuvent être incrémentés durant le temps. Et tout ceci a comme caractéristique principale, comme qualité principale, d'être inviolable. On ne peut pas revenir en arrière, sinon de façon extrêmement compliquée, parce qu'il faudrait revalider tous les blocs qui ont précédé le moment où on change les données et le moment où elles ont été créées. Et donc c'est pratiquement inviolable. Et l'autre caractéristique, l'autre avantage, c'est que ça se fait de façon décentralisée. Simplement par une communication entre ordinateurs, et non pas avec une espèce de centre, hein, qui règle tout ça et qui harmonise l'ensemble de ces données et de leur historique, comme on peut le faire habituellement dans d'autres circonstances. Effectivement, c'est une série de relations entre des ordinateurs. Alors ces ordinateurs, ils sont pas, ils agissent pas d'eux-mêmes, j'allais dire. Ils ont derrière eux des propriétaires, des informaticiens, des développeurs, tout ce que vous voulez. Ça peut être éventuellement vous et moi aussi, même si c'est un peu la légende. En réalité, tout ça est relativement professionnalisé. Et cette chose-là va permettre, eh bien, par exemple, d'évaluer la suite d'un certain nombre de transactions financières, monétaires, le parcours que fait un objet, l'évolution d'un contrat, etc., etc. Il peut y avoir des applications extrêmement nombreuses, même si une des premières applications, ça a été une application dans le domaine monétaire et financier. Pourquoi l'engouement? Parce que on a vu que un certain nombre. Alors d'abord, il y a eu une espèce d'espoir un peu candide que des monnaies privées allaient prendre la place des monnaies publiques et qu'on allait pouvoir utiliser le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies comme on utilise l'euro, le dollar, le yen, le renminbi. Bon, ce qui s'est pas fait, hein, même si un certain nombre de points dans lesquels on peut y avoir des acceptations de ces crypto-monnaies, en réalité, elles ne sont pas substituées aux monnaies publiques, aux monnaies officielles. Mais en revanche, il y a un autre aspect qui a très vite dominé le premier, c'est que c'était des actifs, bon, sans contrepartie réelle, mais c'était des actifs, et ces actifs ont permis de gagner beaucoup d'argent à un certain nombre de spéculateurs. Et sauf que le seul gain, ça va être la plus-value réalisée sur la vente de vos bitcoins, mais c'est pas le fait que vous allez pouvoir avoir une partie des bénéfices de Bitcoin. Bitcoin, c'est pas une société, hein. Donc c'est un actif particulier, c'est un actif purement nominal dans lequel il n'y a pas de réalité derrière. Voilà. Puis il n'y a pas de valeur réelle. Quand il y a eu un crack sur une valeur réelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que s'il y a eu un crack sur Google, à un moment donné, on va se dire, oui, au fait, c'est vrai que Google a beaucoup perdu, mais regardez, Google a des usines, des trucs, des contrats, des machins, ils font du bénéfice. C'est stupide de faire retomber à zéro, alors que là, bon, il y a rien derrière, quoi. C'est pas un actif réel. Les gens qui font ça avec leur ordinateur, qui font fonctionner une blockchain, ils font pas ça pour rien, hein. Donc ils veulent être payés. Et les systèmes de rémunération sont basés sur divers protocoles. Et le protocole le plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle la proof of work en anglais, ou encore la preuve de travail. Et ce protocole consiste bon, quand on valide des transactions, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il faut qu'il y ait un consensus sur le fait que les transactions sont bien réelles, et quand on s'aperçoit qu'il y a un consensus, à ce moment-là, la transaction est validée et on passe à la suivante. Bon, au moment de la validation, on ne peut pas payer tous les mineurs, comme on les appelle, qui ont participé à cette validation. Donc, le principe qui a été prévu, c'est qu'il y a une espèce de loterie qui va payer un des mineurs, et ce mineur qui va être payé, ça va être celui qui va arriver à résoudre un problème très compliqué de cryptographie le plus rapidement possible. Et évidemment, plus
les capacités à résoudre le problème informatiquement, notamment donc les capacités de calcul de votre ordinateur sont puissantes, donc plus les processeurs sont puissants, plus vous allez avoir de chances de résoudre ce problème rapidement. Ce qui fait que assez rapidement, il s'est avéré que le minage, le fonctionnement des blockchains, on l'a trouvé non pas chez vous et moi, même si c'est un peu la légende, on l'a trouvé surtout dans ces grandes fermes d'ordinateurs qui se situent dans des pays où il fait un peu froid, au Kazakhstan, en Sibérie, etc., etc. Pourquoi il fait un peu froid? Parce que tous ces ordinateurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on s'est aperçu que au niveau écologique, c'était un peu catastrophique. Et du coup, c'est peut-être intéressant que les gens sachent que c'est comme ça, que tout l'argent qu'ils gagnent, ils le gagnent, mais avec un bilan carbone qui est désastreux. Ensuite, il faut voir cryptoactif par cryptoactif, c'est-à-dire que le Bitcoin, qui a été une espèce de modèle initial, a été émis de telle sorte que sa quantité soit limitée. C'est-à-dire que on a prévu au niveau de la création du Bitcoin qu'il ne pouvait être créé par la suite que par les mineurs. Lorsque le minage est fait, donc que la validation des transactions antérieures est faite, c'est là qu'on crée de nouveaux bitcoins. Et on a introduit un principe aussi qui fait que tout ça, ça tend vers zéro à terme, parce que ce qu'on appelle les rewards, ce qui est distribué aux mineurs, ça va diminuer dans le temps au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'idée c'était la suivante, ça a été de dire les machines vont s'améliorer au cours du temps, les processeurs vont devenir de plus en plus puissants, donc si on maintient la même rémunération aux mineurs, bon, ils vont devenir extrêmement riches et le Bitcoin va devenir extrêmement important, etc. Donc il faut à la fois limiter sa quantité de façon à augmenter son prix, ce qui est le cas aujourd'hui, et d'autre part limiter la quantité de ce qui est créé de façon à ce que les mineurs aient besoin de machines de plus en plus performantes pour miner dans le temps. D'où la course à la performance des machines, le fait qu'on prend de plus en plus de chaleur, enfin, etc., etc. Donc voilà, on a ce principe qui fait que le Bitcoin est en quantité limitée. Pour autant, ça n'empêche pas que son prix, lui, il monte exponentiel. Mais la quantité est limitée. Maintenant, il y a d'autres applications dans lesquelles l'incitation n'est plus tellement le gain qu'on peut réaliser. Par exemple, on rentre dans des domaines que je connais un peu moins, mais on a une application visiblement dans le domaine du droit et dans le domaine des contrats, avec ce qu'on appelle les smart contracts aujourd'hui. Et ces domaines, ce sont tous les contrats juridiques qui sont tellement standardisés que finalement ça n'intéresse plus personne quant au fond, ça nécessite pas une grande technicité, ça a une grande répétitivité, mais ça occupe beaucoup d'auxiliaires de justice. Par exemple, l'application d'un contrat de partenariat, d'un contrat bancaire, même d'un contrat de droit civil, par exemple. Bon, mais toutes ces choses-là, apparemment, on est prêt, ou quelquefois, ça s'est déjà fait, à substituer le travail d'un auxiliaire de justice qui va voir si les choses sont bien respectées, etc., par une blockchain qui va faire ça, donc elle-même, à travers des relations. On a également des exemples d'assurances qui ont déjà mis en place des blockchains, aujourd'hui, pour exécuter des contrats assurantiels. On a tous ces exemples d'avions qui arrivent en retard en partant de Paris, en arrivant à New York, et quand vous arrivez à New York, vous avez déjà l'annonce que vous allez être dédommagé parce que l'avion est arrivé en retard, et c'est une blockchain donc qui a pris en compte tout ça, et qui a fait le boulot qui pourrait être fait peut-être par des procédures beaucoup plus traditionnelles historiques.